Bien, mes chers collègues, nous sommes réunis pour parler d'un sujet qui occupe beaucoup à la fois nos médias et les conversations des Français, c'est-à-dire du logement. Et si nous sommes réunis pour parler du logement, c'est parce que mon prédécesseur, Thomas Cazenave, avait décidé, dans le cadre des rencontres qu'il a organisées en juin dernier, à la suite des premières rencontres qui avaient été consacrées à l'investissement vert des collectivités territoriales, de consacrer ces deuxièmes rencontres au sujet du logement et en particulier des décentralisations possibles de cette politique publique dont nous verrons dans le cadre de la présentation de ce rapport qu'elles sont très fragmentées. Un mot pour commencer sur cette question, cette forme des rencontres. Dans l'esprit qui était celui de mon prédécesseur et dans le mien, ces rencontres, elles sont bien plus que des simples colloques. Et je le dis avec toute l'affection que je dois, en tant qu'universitaire, au format des colloques et pour en avoir participé à de nombreux colloques par le passé. Mais bien plus que de simples colloques, ces rencontres, ce sont des ateliers législatifs. L'idée, c'est vraiment qu'il puisse y avoir des traductions législatives, soit sous forme d'amendements portés par des collègues pour venir enrichir des projets de loi, soit sous forme d'initiatives parlementaires et donc de propositions de loi. Un mot donc sur cette forme des rencontres, dont je vous rappelle que nous aurons l'occasion de l'éprouver à nouveau avec des rencontres. Le bureau en a décidé ainsi, qui seront consacrées aux politiques de redynamisation des territoires qui pouvaient jusque-là parfois se sentir oubliés ou délaissés. Je pense notamment à Action Cœur de Ville, à Petite Ville de demain et à Village d'avenir qui vient d'être lancé. Ces futures rencontres auront lieu vraisemblablement le 1er février prochain. Donc, fin juin, nous étions réunis ici à l'Assemblée nationale un jeudi pour parler de la décentralisation des politiques de logement. Et en effet, le logement, chacun l'a bien en tête, je crois, c'est beaucoup plus qu'un toit. C'est un foyer, au sens où c'est le lieu où on se réunit avec sa famille, on reçoit ses amis, bref, c'est un lieu de sociabilité. C'est un lieu de repos, c'est le lieu où on vient achever sa journée et la commencer le lendemain matin. Et puis, c'est aussi, dans des perspectives plus contemporaines, le lieu où on doit pouvoir être à l'abri des aléas qui sont liés à la transition écologique et au réchauffement climatique. Et puis, c'est un lieu où on doit pouvoir, si possible, être protégé contre le risque de dépendance. Et c'est un des chantiers importants, bien sûr, de nos politiques de logement. Bref, le logement, et je le dis devant la conseillère territoire du ministre, c'est un objet politique global qui doit être appréhendé sous l'angle de nos politiques publiques. Et c'était bien l'objectif de ces rencontres. Puis je précise aussi que dans l'esprit de mon prédécesseur, les rencontres avaient été organisées en concevant l'idée de la décentralisation, non pas sous un angle de principe ou sous un angle philosophique. On peut le défendre dans l'absolu, cette idée que le pouvoir est mieux exercé quand il est exercé plus près des citoyens. Mais ça n'était pas la perspective dans laquelle étaient organisées ces rencontres. C'était plutôt celle, à l'époque, de l'efficacité des politiques publiques, c'est-à-dire de poser cette question très simple de savoir si gérer au plus près, piloter au plus près et plus près qu'elles ne le sont aujourd'hui, les politiques publiques menées en faveur du logement seraient plus efficaces. C'est finalement cette question qui a sous-tendu l'ensemble des travaux des rencontres. Et cette question, elle se décomposait elle-même en deux dimensions. D'une part, celle qui consistait à savoir quel pouvoir de décision pouvait être attribué à des échelons plus locaux dans ce qui est aujourd'hui exercé par l'État, lesquelles de ses compétences, et puis secondairement, à quelle collectivité territoriale fallait-il confier si on décidait, pour être plus efficace, de décentraliser largement les politiques du logement, à quelle collectivité fallait-il les confier ces compétences aujourd'hui exercées par l'État. Ces rencontres, elles se décomposaient en deux tables rondes. Vous l'avez peut-être vu dans le rapport où vous le verrez. La première de ces tables rondes, elle portait sur la relance de l'offre de logement. Et parmi les experts sollicités, il y avait ceux de l'Union sociale pour l'habitat, du groupe Action Logement, de la Fédération des promoteurs immobiliers de France, ainsi que de Madame Catherine Sabat, copilote de l'un des groupes de travail du Conseil national de la refondation.
Ces discussions ont permis de dégager 3 principaux engagements que vous retrouvez dans le rapport. D'abord, un enseignement qui est, pardon, j'ai parlé d'engagement d'ores et déjà, un enseignement qui est d'abord un constat d'échec, celui qui fait que depuis plusieurs années, la construction de logements et globalement la production de logements neufs, qui recouvre aussi les rénovations en France, est en panne, malgré des moyens financiers non négligeables, 38 milliards d'euros en 2020, soit 1,6% du produit intérieur brut. Et notre pays, aujourd'hui, n'est pas en mesure d'offrir à tous ses habitants un logement adapté à leurs besoins. Si on prend la question de la construction de logements neufs, elle a connu, vous le savez, un pic dans les années 2000, en 2006, avec 493 800 mises en chantier. Elle a ensuite diminué, notamment à la faveur de la crise financière de 2008-2009, mais par la suite, elle est restée bloquée sous la barre des 400 000 logements neufs construits depuis 2019, avec 370 000 logements neufs construits en 2022. D'autre part, et c'était un levier traditionnel pour relancer la construction de logements neufs autrefois, la construction de logements sociaux ne joue plus aujourd'hui, au moment où nous parlons, le rôle d'amortisseur des fluctuations du marché, puisque 88 000 logements locatifs sociaux ont été agréés en 2020, ce qui représente une baisse de près de 30% par rapport à 2013. Et pour autant, je le répète, les dispositifs d'aide publique ne manquent pas. Je n'en ferai d'ailleurs pas la liste exhaustive aujourd'hui. Dans un rapport qui a été remis au gouvernement en 2021, la Cour des comptes estimait que l'ensemble des dispositifs d'aide à la construction de logements neufs étaient peu efficaces en raison de la fragmentation des pouvoirs entre l'État, qui dispose des principaux leviers fiscaux et réglementaires, et les collectivités, qui exercent d'autres compétences, notamment celle de délivrer les permis de construire. Et l'hypothèse que développait la Cour des comptes était celle que cette fragmentation des politiques publiques nuisait à leur efficacité. Alors que les situations de mal logement se multiplient, la question qui a occupé beaucoup des débats était celle de la meilleure manière de favoriser la concentration des aides publiques sur les territoires qui en ont le plus besoin. Alors, quand on dit concentration des aides publiques sur les territoires qui en ont le plus besoin, je vois d'emblée la crainte qui pourrait exister chez certains qu'il s'agisse seulement des territoires en tension sur le plan de la demande de logement. Quand on a parlé de concentration des aides publiques, c'était pour ce qui est de la construction de logements neufs plutôt effectivement dans les territoires en tension, mais à l'inverse, cette concentration d'aides publiques, elle doit aussi et peut-être se faire en matière de rénovation, là où les besoins de rénovation sont les plus importants, et notamment dans des départements où plus de 40% parfois des logements sont des logements qui ont été construits avant 1970. Nous y reviendrons. Et donc au terme des discussions qui se sont tenues lors de la première table ronde des rencontres organisées par Thomas Cazenave, il est apparu qu'en effet, la décentralisation pouvait être je dis bien une des clés, une des réponses aux difficultés que connaît aujourd'hui le secteur du logement. Nous le savons, la décision de construire est éminemment locale. Or, les normes qui lui sont applicables sont aujourd'hui définies par décret. Ainsi en est-il, par exemple, des 2 principaux zonages que nous connaissons tous bien, ABC d'une part et 1, 2, 3 d'autre part, zonage qui fige une répartition géographique autour de laquelle s'organisent la plupart des aides d'accès au logement et à l'investissement locatif. Nous estimons, et j'estime dans le rapport qui vous est soumis aujourd'hui, qu'il convient de laisser aux élus locaux plus d'initiative en leur confiant le soin de moduler cette répartition en fonction des mutations économiques et sociales de leur territoire, à l'image de ce qui a été expérimenté dans le cadre du Pinel breton. Dans la même optique, il pourrait également être envisagé d'autoriser les collectivités territoriales concernées à expérimenter elles-mêmes la fusion des 2 zonages. Le pouvoir normatif des collectivités pourrait d'ailleurs s'élargir à d'autres domaines tels que l'ajustement de certaines normes de construction actuellement en vigueur. Le second enseignement qui ressort des discussions de ces rencontres a trait aux difficultés qui sont rencontrées par les maires bâtisseurs pour mener à bien leurs projets face à une opinion publique de plus en plus réticente.
Difficulté qui avait d'ailleurs déjà été pointée par le rapport dit Rebsamen en 2021. Face aux risques contentieux, c'est clairement la lassitude qui saisit parfois certains élus locaux. Comme l'a parfaitement résumé M. Loïc Quentin, le président de la FPI, il s'agit de savoir si notre pays a encore la volonté de construire des logements neufs. À mon sens, les pouvoirs publics ne doivent pas laisser une telle situation perdurer. Ils doivent assumer leur soutien résolu aux maires bâtisseurs lorsque la situation l'exige, et ce soutien doit être par essence financier. Lors des rencontres, Mme Catherine Sabat est ainsi revenue sur la proposition du CNR Logement visant à allouer aux communes un bonus financé à partir d'une partie du produit de la TVA. À titre personnel, je privilégierais plutôt une autre option qui est plus conforme à l'esprit même de notre décentralisation. Il s'agirait de permettre aux collectivités de déterminer elles-mêmes leur niveau de financement à travers une fiscalité adaptée. Et ici, chacun est bien conscient que le sujet des réflexions autour de la fiscalité locale et du foncier est un sujet qui doit être réinterrogé. Toutes les pistes à date restent ouvertes, y compris la résurgence d'un possible impôt résiduel selon des modalités qui restent à déterminer. Le troisième et dernier enseignement de la première table ronde réside dans le niveau d'intervention le plus pertinent. Et vous avez bien entendu qu'il s'agissait finalement de la première grande question que nous posions au niveau local pour mettre en œuvre les ajustements normatifs et coordonner au mieux les projets de construction neuve. Sur ce point, bien qu'il n'y ait pas complètement consensus parmi l'ensemble des intervenants que nous avons reçus, ni d'ailleurs parmi les associations d'élus, il nous apparaît que la qualification d'autorité organisatrice de l'habitat, qui est désormais ouverte aux intercommunalités depuis la loi 3DS, n'a pas été encore intégralement mise à profit et que dans bien des cas, elle reste une coquille vide. Cette situation est d'autant plus paradoxale que les établissements publics de coopération intercommunale peuvent déjà intervenir dans la fixation des documents d'urbanisme et des programmes locaux de l'habitat si les communes décident de leur en confier la compétence. Rappelons également qu'il existe en France, selon l'INSEE, plus de 300 bassins d'emploi dont beaucoup correspondent à quelques communes près à leur intercommunalité. Dès lors, il me paraît cohérent d'aller jusqu'au bout de la logique qui a été initiée par le législateur en 2022, en dotant les EPCI de nouvelles responsabilités en matière de logement, au premier rang desquelles figurerait la modulation des zonages précités. C'est donc bien l'échelle de l'établissement public de coopération intercommunale qui nous paraît l'échelle à privilégier en matière de politique de logement, au sens large, y compris pour la régulation des meublés touristiques. La seconde table ronde des rencontres de la délégation fut consacrée à la question de la rénovation des logements, ou plutôt de la production de logements neufs à partir de bâtiments déjà existants par la voie de la rénovation. Tous les intervenants à cette occasion, qu'il s'agisse de l'Agence nationale de l'habitat, du Club de l'amélioration de l'habitat, de la Fédération nationale de l'immobilier ou du Conseil national de l'ordre des architectes, ont convenu que la notion même d'offre de logement était désormais confrontée à un véritable changement de paradigme. Il ne s'agit plus seulement pour nous de construire un nouveau bâtiment, mais de l'insérer dans un ensemble de constructions préalablement rénovées. Beaucoup ont également insisté, et nous le savons tous, sur le coût écologique des destructions et sur l'avantage écologique des rénovations de bâtis existants. Or, les enjeux qui découlent de ce changement de paradigme sont considérables. Sur les quelques 37,6 millions de logements que compte le territoire français hors Mayotte, environ 30 millions ont été construits avant 1999, c'est-à-dire 79,8%. En fait, comme le souligne fréquemment le président de l'ANA, Thierry Repentin, 80% des logements de 2050 existent déjà. Il suffit de les adapter aux besoins contemporains et en particulier de protéger ceux qui y vivent contre les effets du changement climatique. Dans cet ensemble, plus de 5 millions de logements peuvent être considérés comme des passoires thermiques, soit 13,3% des logements français. Et selon la FNAIM, le coût global de leur rénovation énergétique peut être estimé à date à 246 milliards d'euros. Pour reprendre les termes employés à l'ouverture des rencontres par l'ancien ministre délégué chargé de la ville et du logement, M. Olivier Klein, la rénovation énergétique des logements est incontestablement le chantier du siècle. Là encore, la notion de territorialisation des besoins prend tout son sens.
Comment peut-on même imaginer appliquer les mêmes efforts d'aide à la rénovation dans des départements comme la Haute-Garonne ou le Var, où moins de 10% des logements ont un diagnostic énergétique classé F ou G, alors que dans d'autres, comme le Cantal ou la Creuse, cette proportion est supérieure à 40%. Et parfois, je le partage ici, ces différences, elles peuvent s'exercer au sein même d'un territoire. J'ai été, vous le savez, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises devant cette délégation, président d'un établissement public de coopération intercommunale, dans lequel, dans certaines fractions de ce territoire, certaines portions, on était sur une proportion de logements construits avant 1999 qui était seulement de 10%, et à l'inverse, dans une autre vallée, puisqu'il s'agissait d'un EPCI de montagne, cette proportion pouvait atteindre 70 ou 80%. Bref, les données fournies en réunion par la CA ont permis de confirmer que les territoires les plus dynamiques dans l'aide à la rénovation des logements étaient ceux où il existe déjà des mécanismes de gestion déléguée des aides à la pierre de la part de l'ANA. Lorsqu'elles mettent directement en œuvre les dispositifs de soutien à la rénovation, les collectivités territoriales apportent donc une plus-value appréciable et constatable dans des résultats précis. Or, la prime de transition énergétique, mieux connue sous l'appellation MaPrimeRénov', ne rentre pas dans le champ des aides susceptibles d'être déléguées aux collectivités. Compte tenu des montants en jeu annoncés à 4 milliards d'euros pour 2024 par le gouvernement, pourquoi ne sauterions-nous pas enfin le pas en intégrant l'ensemble de ce dispositif dans des possibles conventions de délégation aux établissements publics de coopération intercommunale ou à leurs groupements, puisqu'il arrive que, par exemple, des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux assument des politiques de rénovation de l'habitat. Reste enfin posée la question du niveau de gestion le plus pertinent pour les aides à la rénovation à l'échelon local, et je le redis, je l'ai déjà un peu mangé à l'instant, ce sont les intercommunalités ou leurs groupements qui nous paraissent les mieux positionnés pour optimiser la mise en œuvre de cette politique globale. On rappellera à cet égard que beaucoup d'établissements publics de coopération intercommunaux disposent déjà d'un conventionnement avec l'ANA pour la gestion d'aide à la rénovation des logements, y compris pour certains volets du dispositif MaPrimeRénov'. Je pense notamment aux volets qui sont liés aux copropriétés ou à la sérénité. L'intercommunalité est par ailleurs la maille qui a été choisie par le gouvernement pour le déploiement des guichets France Rénov' d'aide à la rénovation d'ici à 2025. Enfin, un tel choix de l'EPCI ou de ces groupements serait cohérent avec la qualification d'autorité organisatrice de l'habitat, compte tenu des imbrications fortes entre les sujets de construction et les sujets de rénovation. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, le projet de rapport qui vous est présenté aujourd'hui s'inscrit dans la continuité des rencontres du 29 juin dernier, dont il constitue à la fois un aboutissement et un prolongement. La première partie, je vous le disais, est consacrée aux actes des rencontres, c'est-à-dire au compte-rendu détaillé des différentes interventions. La seconde partie en constitue une forme de synthèse destinée à être repositionnée dans le contexte économique, social et institutionnel qui les inspire. Par ailleurs, comme l'avait prévu Thomas Cazenave à l'issue de la première édition des rencontres, j'ai souhaité ajouter au rapport un avant-propos qui permette de récapituler les principaux enseignements des débats que j'ai évoqués à l'instant et qui constitue à mes yeux la feuille de route opérationnelle de notre délégation dans le domaine du logement et en particulier dans la perspective d'une possible initiative législative qui a été évoquée par le ministre du Logement dans une interview récente à un grand quotidien du soir. Afin d'entamer la suite de nos réflexions sur ce sujet, je vous propose d'autoriser la publication de ce rapport. Et je vous remercie, mes chers collègues, pour votre attention. On va ouvrir tout de suite le débat sur ce que vous avez pu voir de ce rapport et sur les apports que vous souhaitez et les réactions qu'il suscite chez vous. Merci beaucoup. Alors, qui souhaite prendre la parole? J'ai d'abord une demande de prise de parole de M. Didier Legac, monsieur le député du Finistère. Vous avez la parole. Oui, merci. Je m'étais inscrit pour prendre la parole. Ce n'est pas véritablement une question. En tous les cas, je voulais, Monsieur le Président, vraiment saluer votre rapport et puis surtout saluer votre initiative de faire en sorte que notre délégation se saisisse de la question du logement. Je pense qu'effectivement, c'est
une question qui préoccupe tous les territoires, dont notre délégation à la charge, l'animation des territoires, mais aussi tous les élus locaux. Donc vous avez précisé un certain nombre de points. Je pense qu'effectivement, la crise du logement que nous connaissons aujourd'hui est sans précédent. D'autres l'ont dit, bien évidemment, avant moi, parce que véritablement, elle touche cette fois toutes les catégories socio-professionnelles et elle touche toutes les strates de la population. Chez moi, en Bretagne, on craint même que cette crise du logement débouche sur une crise sociale. Puisque donc plusieurs sujets se télescopent, la question des locations à l'année qui sont plus disponibles, le logement social qui est insuffisant, comme il n'y a plus de location, les gens s'orientent vers le logement social qui est insuffisant, la question de l'accession à la propriété se pose, bien le gouvernement a décidé de réviser les critères du PTZ notamment, et de supprimer le Pinel, alors que chez nous en Bretagne, nous sommes très attachés à la pierre, très attachés à l'accession à la propriété dans un pavillon. La question, cette question du logement touche aussi la question économique. On l'a vu cet été encore, parce que d'une part, aujourd'hui, chez nous, on a la chance d'être pas loin du plein emploi. Donc, quand une entreprise trouve ou arrive à trouver un salarié, eh bien, il faut lui trouver un logement, et pas simplement pour les travailleurs saisonniers, mais aussi pour les travailleurs à l'année. Donc, vraiment. Et puis, bien évidemment, je ne parle pas de la concurrence entre les locations à l'année et puis les locations de courte durée, style des plateformes Airbnb, les locations d'été. Bref, tout ça crée, c'est vrai, un contact assez explosif. Donc, bravo et merci de vous saisir de cette question. Il va falloir effectivement qu'on l'approfondisse. Vous l'avez rappelé, je m'en félicite, l'annonce d'un projet de loi sur ce sujet est très attendue et bien évidemment a été très bien accueillie. Le ministre l'a dit, mais la Première ministre l'a confirmé, sans trahir aucun secret. Nous espérons tous que d'ici au printemps 2024, nous ayons un projet de loi très ambitieux, qui remet notamment la fiscalité à plat pour faire en sorte que la location à l'année soit plus avantageuse que la location à la semaine. Vous avez évoqué le Pinel breton, je vous en remercie. J'étais dans l'hémicycle il y a 3 ans de cela pour défendre ce dispositif qui a bien fonctionné et vous avez raison d'évoquer les conventions de délégation. À mon avis, il faudra plus de décentralisation. Dans cette délégation, nous sommes attachés à la décentralisation, à la déconcentration aussi des moyens, mais bref, et faire en sorte qu'on prenne les décisions publiques au plus près de nos concitoyens et parmi les compétences qui pourraient être transférées rapidement, je pense que celle du logement, le logement en fait partie. Voilà un sujet criant et attendons le projet de loi avec impatience pour tenter d'y répondre. Et tant mieux si notre délégation, à ce moment-là, effectivement, pourra prendre toute sa part dans la discussion législative. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Philippe Lothiau, Monsieur le député du Var. Vous avez la parole. Je vous remercie. Je tiens d'abord à saluer la tenue du colloque, et le contenu du rapport autour d'une interrogation sur la décentralisation de certains éléments de la politique du logement, qui intervient à un moment où nous avons à la fois, vous l'avez dit, déjà un coût croissant du logement pour une majorité de Français, ce qui illustre les limites un peu de la politique mise en œuvre ces dernières années, une crise de l'offre et de la demande, du logement privé, mais de fait du social, puisqu'une majorité des productions de logements sociaux aujourd'hui sont des opérations mixtes en VFA, ce qui fait que si vous n'avez plus de privé, vous n'avez plus de social. Et puis, des menaces renforcées, je considère des menaces renforcées sur le locatif à terme, avec notamment les DPE qui risquent de faire disparaître de la circulation plusieurs centaines de milliers de logements locatifs. Donc, décentraliser certains éléments de la politique de logement, ce qui est le sujet aujourd'hui, ne saurait pas résoudre, certes, toutes ces difficultés. Pour autant, ça permettrait pour nous de mieux coller aux besoins des Français et des territoires. On pourrait ainsi rendre plus systématique la délégation des aides à la pierre, déléguer et unifier les zonages pour les rendre plus cohérents avec la situation des territoires et décentraliser la fixation des objectifs de logements sociaux. Donner, ça a également été évoqué, un peu plus de moyens aux maires qui construisent. C'est pour la fraction de TVA. Et donner aussi, ça n'a pas été évoqué sur les logements sociaux, plus de pouvoir en matière d'attribution. Parce que si on veut à un moment que les maires aient plus envie de construire le logement social, il faut peut-être qu'ils aient un peu plus la main aussi sur les attributions. Il faut en parler.
Et ensuite, décentraliser les primes à la rénovation énergétique, parce que je pense que nombre d'entre nous ont déjà été saisis dans leur circonscription de problèmes rencontrés sur des lourdeurs administratives avec l'ANA, sur la prime Rénov'. Et puis également, adapter les obligations de rénovation énergétique, parce que vous l'avez dit, la situation dans le Var n'est pas celle du Puy-de-Dôme. Alors, tout ça, ça nécessite donc de donner davantage de pouvoir aux acteurs locaux, on est d'accord. Là où on n'est peut-être pas d'accord, c'est sur lesquels. Parce que pour nous, si vous voulez, il y a deux acteurs clés, la commune et le département. On n'est pas forcément pour le renforcement des AOH intercommunales, puisque pour être AOH, il faut avoir le PLUI. Vous ne pouvez pas être il faut avoir le PLU intercommunal, ce que nombre de maires ne souhaitent pas déléguer, et à notre avis, à juste titre. Donc, si vous voulez, il y a déjà un premier souci, parce qu'une AOH doit avoir un PLUI. Bon. Donc, je pense qu'une politique à l'échelon départemental, les départements s'y disent d'ailleurs prêts, à partir du moment où ils ont aussi des moyens pour faire ça, et pas simplement des charges non compensées. À l'échelle du département, ça permet aussi d'avoir une vision d'aménagement du territoire un peu plus large et d'anticipation. Parce que je crois aussi qu'il faut se baser non pas sur l'existant, mais aussi quelle sera la demande, on voit bien qu'elle évolue, en termes de logement, d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans. On est dans un contexte, à notre sens, de démétropolisation. Donc se baser sur tout faire sur les métropoles, etc., alors que de plus en plus de Français veulent sortir des métropoles, c'est un problème. Et sans doute le département a-t-il les outils. En plus, il est déjà sur les questions d'accessibilité du logement, d'adaptabilité au vieillissement. 90% des départements ont déjà un office public de l'habitat. Donc il ne débarque pas dans la situation. Donc pour nous, le département serait vraiment un acteur majeur, sauf peut-être sur la prime Rénov', qui nécessiterait sans doute d'être là au niveau des intercommunalités. On est d'accord là-dessus. Donc voilà un petit peu ce qu'on voulait dire sur ce rapport. Donc des choses très intéressantes. Une décentralisation, oui, sans doute. Après, il faut regarder quoi et surtout à quel échelon. Je vous remercie. Merci, merci Monsieur le député. Il y avait donc une question de Monsieur François Piquemal, Monsieur le député de Haute-Garonne. Vous avez la parole. Oui, merci, merci Monsieur le Président, et merci pour ce rapport et le colloque qui a eu le mérite d'exister au moins sur la question du logement. Je ne sais pas combien de temps on a. Quelques minutes. Voilà. Pour ce qui est des interventions, ça permet Bien sûr, non, qu'on rebondisse et qu'ensuite il y ait peut-être une deuxième salve de questions si nécessaire. Je rassure tout le monde, je ne veux pas faire un discours de 10 minutes, mais c'est pour synthétiser ma pensée. Déjà, je pense que la première chose sur le logement, et je pense qu'on en conviendra tous ici, c'est de rappeler ce que c'est. Le logement, c'est un droit humain. C'est-à-dire, c'est le fait que tout le monde puisse avoir accès à un toit sur la tête. C'est une question d'égalité. C'est une question de dignité aussi, et même de liberté individuelle, puisque c'est le lieu de l'intimité, du développement personnel, familial, etc. Et en ce sens, on est déjà dans une crise du logement. Quand on a plus de 300 000 sans-abri, 12 millions de personnes en France qui sont fragilisées par rapport au logement, des difficultés d'accès dans différents territoires. Donc je pense qu'il faut commencer par poser la question de ce point de vue-là. Ensuite, on a des lois au niveau du logement qui existent, qui ne sont malheureusement pas suffisamment respectées. Je pense au droit au logement opposable, qui avait été mis en place par Jacques Chirac en son temps. Je pense à la loi SRU notamment. Et on a des maires qui y contreviennent, qui se mettent dans l'illégalité parfois sciemment pour y contrevenir. Or, l'effort de mixité sociale, et quand je dis mixité sociale, je suppose qu'ici, personne ne va me dire qu'il est contre la mixité sociale. La mixité sociale, il faut que ce soit tout le monde qui y contribue. Et donc on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir des communes qui sciemment décident de ne pas y contribuer. Donc je pense que c'est important à dire. Et il se trouve que le hasard du calendrier a fait qu'hier, moi je rencontrais les acteurs, certains acteurs, pas tous du logement, mais le MEDEF notamment, la Fédération Française du Bâtiment, la CPCME, l'USH, etc. Ce que je peux dire, et je veux pas être simplement dans... c'est pas du tout une invective, mais c'est que le CNR les a tous déçus. Ils attendaient tous beaucoup de choses, et finalement, la seule chose qui les a mis d'accord, c'est que c'était insatisfaisant. Certains parce qu'ils disent que on construit pas assez de logements. Il y a la question de l'inflation, et moi, c'est une question que j'aimerais vous soumettre. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'inflation, notamment des prix, des matières premières ou transformées dans le bâtiment ? Il y a la question du zéro artificialisation nette qui se pose, et c'est sûr que c'est une difficulté à laquelle
peuvent être confrontés, les promoteurs notamment, mais on se retrouve parfois dans des situations absurdes. Je vous prends ce que je connais, c'est Toulouse, puisque je suis député de là-bas, où on va démolir, par exemple, dans un programme de rénovation urbaine, près de 500 logements qui sont viables, alors qu'ils mériteraient d'être rénovés dans le cadre de la rénovation thermique. Et en même temps, on se plaint du zéro artificialisation nette, alors qu'en démolissant ces logements, forcément de manière indirecte, on va devoir reconstruire un petit peu plus loin et artificialiser des sols. Donc il y a parfois maintenant des politiques publiques qui sont contradictoires de ce point de vue-là, et effectivement, ça n'aide pas à la lisibilité. Ensuite, il y a beaucoup de travailleurs et travailleuses, y compris dans le bâtiment, qui sont menacés de perdre leur emploi avec la conjoncture actuelle. Et moi, le président de la CPME hier me disait qu'il connaissait des travailleurs du bâtiment qui dormaient dans leur voiture. Donc on est dans cette contradiction-là où ceux-là même qui construisent nos logements n'en ont parfois pas. Ou alors sont logés de manière indigne. Bon, il y a la question du prix du logement dans le parc privé qui se reporte forcément sur la demande HLM, puisque le prix du logement étant trop inaccessible, les dossiers demandés étant parfois, on va le dire, hors du cadre et compliqué. Il y a un sport national à Toulouse qui existe, c'est de trafiquer sa feuille de salaire sur Photoshop. Et je ne pense pas que ce soit qu'un sport national à Toulouse. Parce qu'aujourd'hui, les dossiers, et c'est une réalité, hein, les dossiers qui sont demandés sont souvent inaccessibles. On vous demande d'avoir un contrat de travail qui prouve que votre travail est stable, donc un CDI, que vos parents eux-mêmes aient des contrats de travail et soient des garants solides, etc. etc. Donc il y a aussi des problèmes de ce point de vue-là. C'est pour ça que nous, sur le fait de déléguer un certain nombre de choses aux collectivités locales, comme par exemple MaPrimeRénov', on pense que ça peut être intéressant parce qu'il y a un maquis, notamment des aides sur la rénovation, qui n'aide pas les particuliers à pouvoir le faire sans compter le reste à charge qui reste. Par contre, déléguer l'attribution des logements sociaux aux maires, c'est risquer des effets qui vont outrepasser la loi et les règles prévues dans la loi d'attribution des logements sociaux. Et donc, faire du clientélisme, in fine. C'est ce qui peut déjà se passer dans certaines communes et c'est ce qui risque de s'accentuer si on fait comme ça. Donc pour toutes ces raisons, nous avons des réserves et on vous interroge dessus, du coup j'en profite. Bon, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je vous ai promis de faire synthétique. Merci, chers collègues. Et on a une dernière question de M. Pierre Cordier, monsieur le député des Ardennes. Puis ensuite, on relancera. Merci, Monsieur le Président. Alors, moi, je vais m'exprimer, bien entendu, en tant que parlementaire, mais étant membre d'un conseil d'administration d'un bailleur social depuis 20 ans et membre d'une commission d'attribution de logement depuis la même période, j'ai aussi un peu de recul et d'analyse par rapport à ce que j'ai vécu ces 20 dernières années. Dans un bailleur social, dans un petit département, le département des Ardennes, mais qui est le premier bailleur social, avec un peu plus de 12 000 logements. Donc vous voyez, quelque chose d'assez modeste, mais à l'échelle d'un département comme le mien, c'est quand même aussi important. Et donc vous faire part de quelques réflexions par rapport à ce qui vient d'être dit. Tout d'abord, faut pas qu'on laisse à penser, même si parfois on a une vue un petit peu courte, que l'État, depuis un certain nombre d'années, ne fait rien dans ce domaine, quelles que soient les sensibilités politiques d'ailleurs. Et c'est vrai que ça avait démarré à l'époque avec l'agence de rénovation urbaine, avec les programmes ANRU, Jean-Louis Borloo, etc., où beaucoup de choses ont été réalisées. Et moi, je l'ai vu dans mon modeste département, où d'ailleurs les collectivités locales et le département, dans le cadre d'une action volontaire, et j'ai le souvenir de cette signature avec Catherine Vautrin, qui était ministre du Logement à l'époque. Je venais d'être élu conseiller général à l'époque, d'une convention avec le département qui avait apporté plus de 30 millions d'euros dans le cadre d'un apport volontaire pour rénover un certain nombre de logements. Alors c'est vrai que l'ANRU, aujourd'hui, ça apparaît un petit peu loin, mais avec tout le temps que ça a mis pour les dépôts de permis, les reconstructions, reloger les gens qui étaient dedans, qui ne voulaient pas quitter leur logement parce qu'ils y étaient attachés. Tout ça, ça a pris un petit peu de temps, mais je voulais quand même rappeler ces éléments-là parce que l'État, depuis un certain nombre d'années, aussi avec des collectivités, a fait beaucoup. Comment faire pour construire, mais surtout construire pour que les logements proposés plaisent aux citoyens? Parce que, et on le voit aussi chez moi, aujourd'hui dans des zones où il y a encore des concentrations de logements type HLM telles qu'on les connaissait dans les années 70 avec 7-8 étages, etc.,
plus personne ne veut aller dans ces espaces et souhaite avoir voilà, un petit espace pour lui ou quelque chose à dimension humaine, et de ne pas fourrer comme ça plein de citoyens dans des cages d'escalier. Tout ça, c'est une époque révolue, même si ça existe encore et qu'il y a encore beaucoup de zones dans ce pays qui connaissent ce type de concentration de logements. Et je pense qu'on pourrait aussi, alors ça a été évoqué en rue 2, en rue 3, en rue 12. Moi, je ne vois pas, en tous les cas, les efforts de l'État tels que ça avait été mis en œuvre à l'époque de Jean-Louis Borloo et de ses successeurs. Donc, construire des produits qui plaisent aux gens, qui sont aussi les citoyens parfois exigeants. Je le vois dans les commissions d'attribution de logement. Dans un département, Monsieur le Président, où on reste en zone détendue, vous imaginez bien que le département des Ardennes, quand les gens demandent un logement, moi je le vois bien sur les demandes de dossiers et la manière dont les dossiers sont traités, ça va relativement vite. En un mois et demi, on peut avoir un logement dans le département des Ardennes. Mais construire pour que ça plaise, c'est pas non plus un élément évident. Vous avez évoqué l'aspect financier. Les milliards d'euros qui peuvent être mis sur la table, mais je rejoins ce qui a été dit par notre camarade tout à l'heure. Si effectivement il y a énormément de normes et de contraintes pour construire, vous avez beau mettre des milliards d'euros sur la table, si vous ne pouvez pas construire, ça ne sert à rien si on n'a pas d'espace derrière pour faire des choses à peu près correctement. Sur la dimension gestion des bailleurs, moi je pense qu'il ne faut pas avoir une vision uniforme sur tout le territoire. Dans des départements modestes, pourquoi pas garder l'échelon départemental? Dans des départements plus urbains, avec une concentration d'intercommunalité importante, pourquoi ne pas effectivement mettre plutôt le paquet sur les EPCI? Donc là-dessus, je pense qu'il faut être aussi un petit peu souple. Et puis, logement de qualité, je vais passer là-dessus. La question de la commission d'attribution de logement qui puisse être aussi en lien avec les municipalités, moi je rejoins ce qui a été dit. Aujourd'hui, les membres de la commission d'attribution de logement dans le département des Ardennes, c'est des gens qui émanent des syndicats de locataires, qui émanent des associations représentatives, etc. C'est très pluriel, et moi je pense qu'il faut garder aussi cette forme de neutralité pour ne pas qu'il y ait le clientélisme qui a été évoqué tout à l'heure. Voilà ce que je voulais vous dire. On pourrait encore en parler beaucoup plus longtemps, mais voilà les premières réflexions dont je voulais vous faire part. Bien, écoutez, d'abord, je voulais saluer la qualité des discussions que nous avons. Dans les différentes interventions, on voit bien et on arrive à dépasser, je crois, sur certains constats et certaines solutions, parfois la manière dont on peut être agité sur d'autres sujets. Et je le salue. On est tous aussi d'accord sur le fait que la décentralisation est un moyen sur ce sujet. Elle peut être un moyen d'effectivement de simplifier certaines démarches, d'avoir plus de cohérence dans les politiques publiques et plus d'efficacité. C'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que et là est tout l'intérêt du que décentraliser, que transférer et qui porte. Je rappelle aussi que le champ qui a été ouvert par le ministre du Logement dans l'entretien que vous avez peut-être vu et que j'ai déjà mentionné ici est extrêmement large. Il a finalement posé l'ensemble des débats sur la table, que ce soit celui de la régulation des meublés touristiques, de l'encadrement des loyers, de l'encadrement du prix du foncier, des conventions territorialisées. Bref, on sera vraisemblablement amené au printemps à avoir un débat qui portera sur des sujets même plus larges que ceux que nous avons abordés lors de ces rencontres. Et je continue à dire rencontres pour éviter de parler de colloques. Maintenant, en détail sur les points qui nous ont occupés. Bon, on voit bien qu'on a un débat sur la question de l'échelon, qui finalement, la deuxième question qui était posée, la première étant de savoir si décentraliser, ça pouvait permettre d'être plus efficace. Ce que j'entends dans les interventions que nous avons partagées, c'est que des groupes très divers pensent que oui, ça peut être un moyen d'être plus efficace. C'est déjà un point de relatif consensus. Maintenant, la question de l'échelon. Alors pourquoi le PCI? Parce que je l'ai dit, ça correspond souvent. Pourquoi est-ce qu'on a privilégié dans le cadre des échanges autour de ces rencontres, et ça faisait consensus relativement auprès des différents acteurs, parce que les EPCI correspondent souvent à des bassins de vie. Il arrive que des départements soient à la maille, soient carrément un bassin de vie. Le territoire de Belfort, c'est un bassin de vie, on en est bien d'accord. Et on ne peut pas tenir le même raisonnement pour le territoire de Belfort que celui qu'on tiendra pour le département de la Moselle, par exemple, ou pour le département de la Gironde. Mais cette idée d'avoir une capacité des citoyens à s'adresser
et notamment pour ce qui est de la rénovation, à des conseillers et à un lieu qui est proche d'eux, d'avoir une vision à l'échelle d'un bassin de vie fait que, en effet, dans un premier temps, ça reste l'échelle de l'intercommunalité qui nous semble privilégiée. Je voudrais rappeler ici que, y compris des territoires qui n'ont pas de PLUIH ou qui ne sont pas en train d'en élaborer un, ou de PLUI, sont parfois des territoires qui ont des documents d'urbanisme, ou en tout cas des règles d'urbanisme qui excèdent celles de la commune, puisque tous les territoires qui sont couverts par des SCOT, même si un schéma de cohérence territoriale n'est pas un plan local d'urbanisme intercommunal, on en est bien d'accord, mais ces territoires ont malgré tout une règle qui s'applique y compris à leurs documents d'urbanisme, qui est une règle dont le cadre géographique excède celui de la commune. Donc aujourd'hui, une majorité de Français est couvert. Je sais qu'il y a des territoires qui n'ont pas de SCOT, je l'ai bien en tête, dans les Ardennes ou dans les Vosges par exemple, pour rester dans une région que je connais bien. Mais une majorité de Français sont couverts par des documents d'urbanisme ou des règles d'urbanisme qui souvent excèdent le cadre de la commune. C'est une réalité. Et donc, on doit en tenir compte. Sur le sujet, et d'ailleurs, je voudrais tout de suite lever une confusion qui parfois est entretenue à dessein. Quand on parle de l'intercommunalité, on ne parle pas majoritairement des métropoles. En forme juridique, je ne parle pas de la population, en forme juridique, il y a bien plus de communautés de communes et de communautés d'agglomération et de communautés urbaines que de métropoles en France. Donc jouer pour jeter le doute sur la pertinence de l'échelle intercommunale, sur l'hostilité parfois entretenue aujourd'hui dans le débat public vis-à-vis des métropoles, je pense que ça n'est pas complètement sincère et je le dis ici très, très simplement. De même que et en ce moment même, vous le savez, au Sénat, où de façon imminente va être débattue une proposition de loi qui envisage que les commissions d'attribution de logement soient présidées automatiquement par les maires des communes concernées. Je ne suis pas favorable à ce principe. D'abord parce que ça ne correspond pas nécessairement à la taille des bailleurs sociaux concernés, c'est une simple question pratique. Que ça rendrait les commissions d'attribution de logement pour des bailleurs sociaux dont le périmètre, ce qui est quand même la majorité des cas, excède celui de la commune, extrêmement compliqué, c'est-à-dire qu'il y aurait des commissions d'attribution de logement ad hoc à chaque fois. Et quand on sait à quel point, pour avoir siégé, moi j'ai présidé une SAHLM pendant des années, à quel point c'est difficile parfois d'avoir la certitude du quorum et de la présence des uns et des autres, s'il fallait changer à chaque fois de président en fonction de la commune qui est concernée, je pense que là on s'engouffre dans des choses qui sont extrêmement compliquées. Et qui serait de nature à jeter le doute sur la manière dont les logements sont attribués. Donc je le dis à titre personnel, je n'y suis absolument pas favorable. Sur les sujets des initiatives qui ont déjà été prises ces dernières années en matière de soutien à la construction et à la rénovation. Ça a été évoqué à la fois par Didier Legac et par Pierre Cordier. Je crois qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les dispositifs publics, on ne peut pas avoir comme argument principaux, et vous ne l'avez pas, hein, vous le reconnaissez, que ce qui manque, ce sont les financements. En l'état, ces financements sont considérables, ceux qui sont mobilisés. Mais le fait est qu'on est face à un constat d'inefficacité, en partie, aujourd'hui, de l'action publique. Elle a peut-être contribué avec les mêmes dispositifs ou d'autres à stimuler la demande de logement, mais il est d'évidence que dans le contexte actuel, il nous faut revoir ce système parce que ce qui était mobilisé jusque-là ne fonctionne plus ou pas suffisamment bien. Et je suis très sensible à ce que disait le collègue Cordier sur la question du collectif ou du semi-collectif désirable. Parce que c'est une question d'urbanisme et d'architecture, dans le fond. Plus d'ailleurs qu'une question qui concerne très directement notre commission. Mais en effet, dans un débat public, une société où les représentations vont souvent et encore majoritairement vers le logement individuel et où nous savons tous que ce qui est souhaitable pour autant en termes de consommation du foncier, de transition écologique et même de consommation énergétique du bâti, c'est plutôt du collectif ou du semi-collectif. Comment est-ce qu'on imagine du collectif ou du semi-collectif désirable avec les représentations actuelles ? Et ça, c'est un sujet passionnant en termes de discussion avec les architectes,
avec parfois des résultats qui, dans certaines opérations de renouvellement urbain, ont donné des résultats probants. Mais c'est un débat qu'on ne peut pas effectivement ignorer. Quant à la question du... j'étais... Cher collègue Picmal, j'étais heureux d'apprendre que Toulouse à soi seul faisait une question nationale ou faisait une nation toulousaine. Pour moi, la nation, c'est un peu plus grand que le périmètre de la métropole qui a probablement le plus fort taux de croissance parmi toutes les métropoles françaises. Mais ça ne suffit pas à en faire une nation en tant que telle. Sur le sujet que vous posez sur l'inflation, ça rejoint ce qu'on s'est dit des sujets qui ont été posés sur la table par le ministre du Logement, c'est-à-dire sur l'encadrement des prix du foncier et des loyers. On peut aller, en tout cas, le débat devra aller jusque-là, parfois, dans certains cas, même si on ne l'avait pas abordé très directement. Dans la présentation que j'ai faite, je n'ai pas parlé de la régulation des meublés touristiques, mais vous le savez, dans les propositions qui sont faites par Intercommunalité de France, ça fait partie des choses qui sont mises sur la table. Et j'ai pris sur moi, au titre des débats qui avaient été les nôtres, d'inclure, à l'inverse, quelque chose qui ne suscite pas, et c'est le moins qu'on puisse dire, un large consensus parmi les intercommunalités, même parmi les métropoles, à savoir de poser cette question ancienne déjà, de l'hébergement d'urgence et de la manière dont il doit être piloté. Aujourd'hui, dans beaucoup de cas, on est finalement face à des situations intermédiaires où, en principe, l'hébergement d'urgence relève de l'État, comme d'ailleurs la régulation des flux migratoires. Et en réalité, les communes ou les intercommunalités, ils jouent un rôle qui a tendance à aller croissant. Et elles sont sollicitées. Elles n'ignorent pas cette question de l'hébergement d'urgence et elles-mêmes prennent des initiatives en ce cas. Donc, je sais que par rapport à l'état du débat public il y a quelques années, beaucoup de métropoles ont reculé sur cette revendication qui était la leur de la gestion de l'hébergement d'urgence. Pour autant, elle est mentionnée comme pouvant faire l'objet d'une décentralisation dans ce rapport parce que c'était l'état du débat au moment où nous avons organisé ces rencontres et que ça ressortait de ces échanges. Voilà ce que je pouvais vous dire en réponse. Je crois qu'il y a une question de M. Jocelyn de Signy et de Mme Catherine Couturier. Monsieur le député de l'Aisne. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Alors, 2-3 petites choses par rapport à ce que vous venez de dire en termes de bassin de vie et les EPCI sont-elles les mieux représentatives? Je pense que ce n'est plus le cas depuis la loi NOTRe notamment. Elles ont pu l'être à un certain niveau avant, mais avec le regroupement des communautés de communes sur les territoires, on a vu aussi s'agrandir hors des bassins de vie. Et c'est pour ça que nous, on pense que le meilleur échelon et le plus pertinent serait le département. En termes de financement, vous avez dit effectivement à juste titre que les moyens étaient sur la table, mais qu'on n'arrive pas à résoudre le problème. Il y a une certaine inefficacité qui est également peut-être due à un manque d'implication des élus sur le territoire et peut-être justement aussi, comme le soulignait mon collègue Philippe Lothiau, parce que les maires n'ont pas suffisamment la possibilité d'influer dans l'attribution de ces logements. Je voulais revenir plus précisément sur un point vraiment plus précis, mais sur la prime Rénov'. Aujourd'hui, il y a des budgets qui sont considérables, qui sont attribués à cette prime, et c'est très bien, et ça va dans le bon sens. Mais il y a un phénomène d'arnaque assez importante d'entreprises qui sous-traitent à d'autres entreprises qui elles-mêmes sous-traitent et qui récupèrent les fonds et qui font sur le terrain un travail qui n'est pas à la hauteur ou qui laisse parfois, comme j'ai le cas moi sur ma circonscription, des personnes âgées qui se retrouvent arnaquées et sans moyen de chauffage et qui n'ont plus la possibilité de revenir sur leur ancien modèle de chaudière qu'ils avaient au préalable et qui se retrouvent aux portes de l'hiver sans solution. Et quand vous avez une personne de 94 et 93 ans qui vont devoir passer l'hiver dans le froid parce qu'ils ne peuvent pas bénéficier à nouveau
d'une prime rénov', puisqu'elle a déjà été attribuée. Je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là, en amont déjà, de mieux contrôler et de mieux valider l'attribution, surtout que là, pour ce cas précis, enfin voilà, je prends un cas très précis, mais le propriétaire du logement avait alerté l'ANA pour leur dire que le travail n'avait pas été fait et qu'il ne fallait pas verser cette prime. Et malgré tout, la prime a été versée, l'entreprise n'a pas fait le travail et ce monsieur se retrouve sans solution, et quand il veut faire appel à une nouvelle entreprise pour finaliser les travaux, il ne peut pas bénéficier de la prime rénov'. Et donc, le montant monte de manière très importante. Et vous comprendrez que pour une petite retraite, c'est pas toujours facile. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Je pense qu'il faut déjà en amont retravailler sur l'attribution, enfin sur le versement de la prime et sur le contrôle de la fraude. Et en aval, quand il y a justement un cas comme ça où on se rend compte que malgré les précautions qu'on a pu prendre, la personne a été arnaquée, peut-être qu'il y ait une solution, parce qu'aujourd'hui, à ma connaissance, il n'en existe pas, mais s'il en existe une, je suis preneur, qui a la possibilité de rouvrir le dossier et de permettre le versement d'une deuxième prime pour que la personne ne se retrouve pas dans l'urgence, dans le froid. Je vous remercie. On a donc une question de Madame Catherine Couturier, Madame la députée de la Creuse. Merci, Monsieur le Président. Ce ne sera peut-être pas forcément une question, mais une analyse. Pour moi et pour notre groupe, la question du logement, c'est un triptyque qui tourne autour de la question d'abord de l'emploi et la question aussi de la mobilité. On ne peut pas avoir une réflexion, surtout au regard de la situation économique et de la situation sociale et surtout des questions environnementales, séparer ces trois domaines que sont le logement, l'emploi et la mobilité. Et donc, c'est bien une question d'aménagement du territoire. Et donc, cette question d'aménagement du territoire, elle ne peut pas se saucissonner et être confiée à des zones données, que ce soit EPCI, département. La question du logement doit bien rester le domaine d'une politique nationale définie par l'État, ayant les moyens budgétaires pour pouvoir définir cette question d'aménagement du territoire. Ensuite, après qu'il y ait confié à des structures, que ce soit EPCI, département, la question de la mise en œuvre, ça c'est un autre élément. Ça existe déjà aujourd'hui. Ça existait même depuis très longtemps. Nous avions des syndicats mixtes en matière de logement qui existaient et qui correspondaient à plutôt des vrais souhaits des élus locaux de se rassembler pour pouvoir mener une politique du logement et notamment aussi pouvoir, on a parlé tout à l'heure des attributions de logement, eh bien, on avait des commissions qui étaient à l'échelle des syndicats et parfois on arrivait même à à négocier avec les services de la préfecture pour avoir la gestion du contingent du préfet. J'ai moi-même été vice-présidente du syndicat mixte du logement du Montois. Ça fonctionnait très bien. Quand il y a eu la création de la communauté urbaine qui allait d'un périmètre à 400 000 habitants, où on n'était plus sur les mêmes bassins de vie, ben ça fonctionnait moins bien. Donc, je pense que, et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, et vous-même, Monsieur le Président, vous avez rappelé le danger de confier cette question du contingent au seul maire serait absolument dramatique. Un autre élément sur lequel je trouve qu'on n'a pas peut-être abordé, c'est la question aujourd'hui, face à la crise du logement et à la question de la rénovation qui vous avez cité mon département. Aujourd'hui, dans mon département, du logement social, il y a de la disponibilité. On en arrive à une situation où aujourd'hui, notre problématique, c'est plutôt de faire venir des populations, avoir de l'emploi. Et donc, j'en reviens à ce fameux triptyque que j'ai cité tout à l'heure. Donc,
le logement social aujourd'hui, sur le département, il est en train d'être démoli, alors qu'on pourrait le rénover. Et ça, c'est aussi un coût. Et à partir de là, par contre, vous l'avez dit, on a une situation au niveau des passoires thermiques du logement qui est une catastrophe. Et là, je ne reviens pas sur, je crois que vous avez cité la somme, 246 milliards nécessaires. Donc, cette question de la rénovation des logements pour éviter que ce soit des passoires thermiques, c'est quelque chose, à mon sens, de fondamental. Parce que la crise sociale, elle ne va pas venir. La crise sociale, elle est déjà là, je pense. Et donc, si on ne met pas les moyens, ça ne fonctionnera pas. Dernier élément, vous avez tout à l'heure dit construire des logements qui plaisent aux gens. Oui, tant qu'à faire, c'est bien que ça plaise. Mais c'est aussi construire des logements dont les gens ont la capacité de pouvoir les occuper financièrement. Et aujourd'hui, on voit bien que la part des loyers aujourd'hui pèse pour beaucoup dans la capacité des familles à pouvoir se loger. Et ça, je voudrais quand même rappeler, et notamment dans le logement social, qu'il y a plusieurs niveaux de construction, PLAI, PLS, voilà. Donc là aussi, parce qu'il y a parfois des maires qui construisent, mais ils font le choix d'un certain type de logement social. Et donc, forcément, c'est une autre façon aussi, je vais utiliser un terme que j'aime pas trop, mais de choisir ceux qui viennent habiter sur la collectivité. Et donc, là aussi, il faut que les obligations de l'État soient beaucoup plus fortes pour pouvoir imposer. Monsieur Frédéric Valletoux, monsieur le député de Seine-Marne. Oui, monsieur. Je ne vais pas parler. Merci. Oui, monsieur le Président, j'associe mes remerciements, mes félicitations à toute l'équipe de la délégation pour la qualité de ce travail qui appelle effectivement, on le voit, nos interventions, énormément de débats sur différents niveaux. J'interviendrai juste sur un sujet qui n'est pas évoqué dans le rapport, mais qui pourrait être peut-être une idée de prolongation de la réflexion. C'est ce qui concerne le sujet des locations saisonnières, touristiques, voire même, sans qu'elles soient ni saisonnières ni touristiques, du co-living, qui est donc la découpe de certains biens pour un usage qui n'est pas toujours en phase avec ce qu'attendent ou ce que souhaitent les maires dans leur commune. On voit qu'aujourd'hui, un sujet qui était éminemment ville touristique il y a quelques années est un sujet qui maintenant concerne toutes les métropoles, toutes les grandes villes, toutes les villes qui accueillent des étudiants, toutes les villes qui accueillent des touristes. Et on sait que la France est une des premières destinations touristiques au monde, donc ça concerne beaucoup de territoires. Voilà, est-ce que ça, et c'est donc simplement une question qui est une forme de proposition, est-ce qu'on pourrait imaginer prolonger les travaux dont vous venez de nous rendre compte par une réflexion sur ces sujets? Merci, monsieur le vice-président. Et donc, monsieur Pierre Cordier pour terminer. Merci, Président, de nous relaisser la parole. Très rapidement, sur la question du conventionnement des logements, moi je le vis dans cet office depuis 20 ans, on va ennuyer parfois les bailleurs sociaux, ce qui est bien normal, pour conventionner les logements, c'est-à-dire permettre aux locataires de pouvoir bénéficier de l'APL, alors qu'on ne s'occupe que très peu, et j'avais déposé une proposition de loi en ce sens il y a quelques mois, des personnes privées pour savoir si leurs logements sont dignes d'être loués. Et en réalité, moi je le vois dans le département des Ardennes avec un parc très ancien, quand c'est un bailleur social, on sait à qui s'adresser, on va directement les voir pour dire mais non, vos logements, on ne peut pas les louer, mais quand c'est des propriétaires privés, il n'y a aucun contrôle ou très peu de contrôle, même si ça repose sur les épaules des maires, qui sont effectués pour pouvoir conventionner les logements. Et c'est là qu'on voit les vendeurs de rêves qui louent n'importe quoi. Ils ont l'APL, ils bénéficient de l'APL, et le résiduel, ils ne l'embarquent même pas, parce que de toute façon, les gens ne payent même pas le résiduel, ils n'ont même pas de fiche de preuve comme quoi ils ont payé leur loyer. Et ça renvoie à ce que tu évoquais tout à l'heure sur aussi la question de l'APL, parce que quand on regarde le taux d'effort
de ces personnes et l'aide sociale en direction des familles en difficulté, moi je le vois, j'ai eu une réponse il n'y a pas très longtemps sur le montant de l'APL qui était supérieur au montant du loyer. C'est-à-dire qu'on donnait des sous à des gens qui louaient un logement et ça dépassait le montant du loyer. Donc voilà, j'ai eu une explication très technique de la part des services de l'État, mais voilà, il faut aussi se poser les bonnes questions par rapport aux aides qui sont octroyées. Et les taux d'effort, ils sont quand même très faibles pour beaucoup de familles qui sont en difficulté et finalement, ce qu'ils ont à payer à la fin du mois, c'est quand même pas grand-chose. Je vais donner la parole à monsieur Lionel Royer-Perrault, qui voulait la prendre, je crois. Monsieur le vice-président. Oui, merci, monsieur le président. Mille excuses pour mon retard. Je voulais simplement aborder le sujet, mais je crois que vous l'avez abordé, monsieur le président, des commissions d'attribution des logements sociaux par les maires, notamment. J'ai cru comprendre qu'il y avait une forme de réserve éventuellement sur cette approche-là. Alors, je voulais, peut-être que je mets les pieds dans le plat du coup en n'ayant pas à assister à la présentation du rapport. Je suis moi-même auteur d'une proposition de loi sur cette question et en fait, je suis intimement convaincu pour avoir été d'une part président d'office HLM et président de Caléol pendant 7 ans, et puis maire, qu'aujourd'hui, les politiques de peuplement vont avoir un rôle déterminant dans d'abord les politiques de mixité sociale et notamment en réponse aux problématiques que nous pouvons rencontrer sur nos territoires. Que le maire reste malgré tout le meilleur interlocuteur pour connaître son territoire et pour avoir une vision, à défaut d'une ambition, sur sa politique de peuplement, mais que par contre, bien évidemment, il ne faut pas que ça se fasse de façon, je dirais, sans contrepartie. Aujourd'hui, le maire, quand il doit produire du logement social, on lui donne plutôt le bâton et pas forcément la carotte. Et quelque part, je crois qu'il faut, pour des maires qui s'inscrivent dans des contrats de mixité sociale, c'est-à-dire ceux qui ont la volonté de produire du logement social conformément aux objectifs qu'on peut leur fixer, eh bien, qu'ils aient en retour la possibilité, d'une part, de présider ce que moi j'appelle une commission interbailleur à l'échelle communale, donc interbailleur, pour avoir une vision globale sur la politique de peuplement, et en même temps être en capacité, pour ceux qui sont les plus allants, d'éventuellement pouvoir récupérer une partie du contingent DALO. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi un contingent qui leur échappe, avec des difficultés qu'on peut rencontrer sur certains territoires. Et donc, bon, je sais qu'il y a cette proposition de loi du Sénat qui a été adoptée. Bon, en tous les cas, je crois qu'à défaut d'aller vers une mesure de cette nature, je pense vraiment qu'il faut réfléchir à des mesures qui permettent aux maires bien que la compétence logement soit une compétence intercommunale, permettre aux maires de redéfinir et de se réapproprier la politique de peuplement de leur territoire, parce que, me semble-t-il, c'est un véritable enjeu à l'échelle du pays, d'une part, et de toutes les communes, d'autre part. Et donc, pour une deuxième intervention, mais rapide si possible, M. Philippe Lotio, puis, pour conclure, M. Didier Legac. Bon, peu importe. Juste par rapport à votre réflexion tout à l'heure ou à votre remarque de dire que les EPCI sont le territoire le plus pertinent. Bon, il faut faire attention, pas forcément les EPCI, laissons les territoires décider ensemble. Ça peut être un EPCI, ça peut être une métropole, ça peut être parfois une commune ou un département. Chez nous, en Bretagne, les pays voisins marchent bien encore, ou alors 2 départements ensemble, 2 intercos. Donc voilà, juste une précision, laissons les territoires décider ensemble de ce qu'est le territoire le plus pertinent pour eux. Merci. Oui, chers collègues, vous aurez observé, d'abord, une métropole est un EPCI, et ensuite qu'à plusieurs reprises, j'ai indiqué, et d'ailleurs je l'ai fait, nonobstant le document qui m'avait été proposé, j'ai insisté lourdement sur les intercommunalités ou les groupements d'intercommunalités. En effet, quelquefois, c'est le PETR, quelquefois qui se charge de programmes d'intérêt généraux autour du logement, donc parfois ça peut être d'autres échelles, en effet. Monsieur le député Lotio, pour terminer.
Très rapidement, Monsieur le Président, je vous remercie. Quand je parlais du rôle des maires dans les attributions, alors je ne sais pas si c'est sous la forme de la présidence, de la commission, sous une forme à déterminer. C'est simplement un constat, c'est-à-dire que vous avez des maires aujourd'hui qui vous disent, qui ont envie de construire du logement social, mais qui vous disent, moi j'ai quelques centaines de demandeurs de logement dans ma commune, je construis du logement social, et en fait, je récupère des personnes qui viennent d'autres communes, etc., parfois problème. Mes demandeurs, ils restent toujours sur le carreau, et moi j'en prends plein la tête, ah, j'en ai vu, hein. J'en prends la tête. Donc moi maintenant, je lève le pied sur la construction de logements sociaux. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est si on veut avoir relancé notamment une politique de logements sociaux, un rôle accru des maires dans les attributions sera nécessaire, sous une forme à déterminer, mais voilà, c'est ça que je veux dire, pour être préciser ma pensée là-dessus. Presque très souvent, mais ils ne sont pas toujours là. Voilà, pour avoir vécu ça d'assez près. Pour terminer, vraiment, Catherine, Oui, de toute façon, oui, non, très rapidement. Sur cette question de l'attribution, on peut pas, la réalité n'est pas la même quand on a un seul bailleur et quand on en a, par exemple, sur un territoire, une quinzaine. C'est pas la même réalité. Et donc, cette question des commissions d'attribution, eh bien, il faut que ça prenne en compte, justement, cette réalité en termes de lieux où on peut décider de l'attribution des logements. Dernier point, moi je rejoins, et je vais utiliser un mot, aujourd'hui, c'est la question des marchands de sommeil. La question des marchands de sommeil est un vrai sujet qui est lié à, malheureusement, la crise du logement et qui a bénéficié pendant des années ce manque de logement, et on a vu des gens qui ont profité, en fin de compte, de la misère pour pouvoir s'enrichir à titre personnel. Et là, je rejoins complètement, il faut des moyens, des services, bien souvent de l'État au niveau des départements, pour pouvoir faire les contrôles nécessaires et sur le logement insalubre qui, aujourd'hui, quelque part, gangrène malheureusement certaines villes. Je répondrai de façon globale en dissipant peut-être un malentendu. Quand on parle de décentralisation et qu'il était évoqué à plusieurs reprises que l'échelle globalement la plus pertinente était celle de l'EPCI, il ne faut pas entendre, en tout cas dans ce qui étaient les rencontres et ce qui étaient les débats, une décentralisation uniforme, hein, c'est-à-dire qui se fasse de la même façon partout. Effectivement, je l'ai dit, ça peut être, une fois qu'un EPCI a la compétence, il peut très bien la déléguer à quelqu'un d'autre. Je veux dire, ça existe, ce sont des choses possibles. Encore faut-il que la loi en donne la possibilité, y compris à d'autres collectivités. Et j'ai explicitement identifié des cas dans lesquels parfois des départements peuvent correspondre à ce qu'on pourrait considérer comme un très grand bassin de vie. Ça existe, c'est en effet possible. Pour autant, quand on évoquait le PCI, c'est parce que la maille du bassin de vie reste, pour gérer les questions de logement, pour les piloter de façon efficace, à mon sens en tout cas, la plus pertinente. Plusieurs fois, on a tourné autour de cette idée de la capacité à mobiliser les élus locaux dans ces politiques de logement. Moi, je voudrais, certains ont partagé leur expérience, partager aussi la mienne, à considérer que en réalité, quand beaucoup d'élus voulaient s'impliquer, ils jouaient un rôle dans ces politiques de logement, et que ce soit dans les discussions avec les bailleurs sociaux. Je n'ai jamais vu un président de bailleur social départemental fermer sa porte à un maire quand un maire venait l'interpeller sur l'état d'un immeuble dans sa commune. Je n'ai jamais vu un président de bailleur social intercommunal fermer sa porte à un maire quand un maire venait l'interpeller sur le peuplement dans sa commune. Donc il y a probablement quelque chose à trouver du point de vue de l'implication des maires, parce qu'en effet, la maille SRU, c'est la maille de la commune. Hein. Du point de vue de l'obligation, il y a d'ailleurs une interrogation à ouvrir là-dessus, parce que c'est compliqué d'avoir un cadre d'obligation réglementaire qui s'adresse à une maille, et qu'à l'inverse, on donne la responsabilité de pilotage d'une politique publique de façon plus décentralisée qu'aujourd'hui à une autre maille. Hein. Donc ça, c'est une interrogation. Mais je voudrais m'élever un peu
en porte-à-faux par rapport à cette affirmation qu'aujourd'hui, les élus locaux et les maires n'auraient absolument aucune place dans ces politiques de logement. La réalité, parfois, c'est que tous ne s'y impliquent pas de la même façon. Et je crois qu'on peut se le dire et l'assumer. Et quand je parlais tout à l'heure de décentralisation qui n'était pas uniforme, ça rejoint ce que vous disiez, Madame la députée Catherine Couturier, sur la capacité à avoir l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, dans le fond, c'est le fait d'accorder des moyens qui peuvent être différenciés à certains endroits en fonction des nécessités de ces politiques publiques à cet endroit. Aujourd'hui, le cadre qui est le nôtre en matière de rénovation de logements et en matière de construction de logements, en dehors des politiques en rue, il est assez proche qu'on soit dans la Creuse ou qu'on soit dans l'Hérault, ou qu'on soit dans le Var. Or, les problématiques publiques ne sont pas les mêmes. Et on pourrait très bien, parce que l'aménagement du territoire, c'est cela aussi, se dire que certaines politiques doivent être décentralisées, mais doivent aussi, du point de vue des moyens mobilisés, être menées de façon différente selon tel ou tel territoire. Je partage là aussi une expérience. Dans le territoire où j'étais élu, j'ai présidé un pôle d'équilibre territorial et rural qui avait la responsabilité d'un programme d'intérêt général de rénovation de logements. Ça marchait très bien. Et c'était d'ailleurs la seule plateforme de rénovation de logements dans toute la région Grand Est qui était à 100% des objectifs. Du jour où MaPrimeRénov' a été créée, il y a un second guichet qu'on a eu bien du mal à rabooter au premier qui s'est installé. Et depuis que MaPrimeRénov' existe, on n'est plus à 100% des objectifs de ce programme d'intérêt général. Et la paradoxe, c'est que le nombre de logements rénovés sur mon territoire a baissé ces dernières années par rapport à ce qui se faisait auparavant. Et on n'a pas eu l'intelligence ou l'agilité de faire que les crédits qui étaient identifiés par MaPrimeRénov', ils viennent abonder le programme d'intérêt général plutôt que de créer un deuxième guichet. Et pourtant, on a essayé de faire des choses intelligentes en progressivement mettant tout le monde dans le même lieu, etc. etc. Donc, cette intelligence de la décentralisation, mais qui ne se fasse pas de façon uniforme, c'est aussi un message que j'entends dans les interventions des uns et des autres, avec cette préoccupation qui départementale pour les uns, qui d'une plus grande implication des communes pour les autres. Et c'est un message qu'on peut peut-être faire passer au-delà du rapport. Là, je vais être obligé de clôturer puisqu'il y a des collègues... Il y a des collègues qui sont venus pour la réunion de bureau et forcément, il faut qu'on enchaîne assez rapidement. Voilà. Et je termine là. Je voulais vous dire très simplement que j'étais assez ravi de ces échanges. Il nous reste à autoriser la publication du rapport. Est-ce qu'on en est tous d'accord ? On autorise donc la publication du rapport. Et je vous remercie de ces échanges qui montrent qu'on n'a pas épuisé le sujet avec les rencontres et avec le rapport. Mais je crois qu'on aura l'occasion d'en parler plus avant, au printemps, au plus tard. Merci à toutes et à tous. Et donc pour les membres du bureau, on reste dans cette salle pour échanger sur nos travaux. Je vous envoie, dès que je suis rentré, je vous envoie de Ouais, on va faire vite.